Et tu t'imagines dans 20 ans, tu te vois comment? Difficile, je crois que le monde aura beaucoup changé. Où on vivra, où ce sera beaucoup plus moderne, ou alors on aura un retournement en arrière. Bon, j'imagine que vous aussi, vous êtes comme moi. Dépressif? Non. C'est pas ce que je voulais dire. Vous aussi, quand vous tombez sur des vidéos à l'ancienne, genre des vidéos de Lina, des années 70 et 80, vous vous faites la réflexion, mais en vrai, on est devenu ultra con, non? Et du coup, on se met à se comparer. Hein, on voit des vidéos de Lina, et 40 ans après, on voit des TikTok de débiles mentaux. Et on se dit, ok, on est vraiment devenu super con. Mais du coup, je me suis posé la question, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'on est intellectuellement moins fort qu'avant? Si oui, pourquoi? Quelles sont les conséquences d'un peuple qui devient de plus en plus con? Et c'est ce à quoi nous allons répondre aujourd'hui. Bien tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges, c'est super important pour le référencement. Est-ce qu'on est plus con qu'avant? C'est parti! Dans cette vidéo, vous allez savoir si on devient de plus en plus con, mais est-ce que être con, ça veut dire forcément être mal sapé? Ben non. Et si c'est possible, si vous pouvez être bien sapé tout en étant con, c'est en partie grâce au partenaire de cette vidéo qui n'est autre que Holzkern. Et cette marque, vous la connaissez? Oh que oui. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous la présente. Holzkern, c'est une entreprise familiale fondée en 2016 à Vienne, spécialisée dans la fabrication de montres et de bijoux. Là, vous allez me dire, oh mais Georges, des bijoux, ça on connaît, il y a rien de nouveau sous le soleil. Oui mais non. Non, parce que Holzkern, c'est pas fait avec n'importe quel type de matériel. Et non, puisque ces matériaux sont en bois, en érable, en pierre naturelle et en autres éléments extrêmement rares pour de la joaillerie. Et Holzkern arrive dans le game avec la certification qui impose le respect. Tout le bois est certifié FSC. C'est ce qui garantit que tous les produits utilisés sur le site Holzkern n'entraînent pas de déforestation. Chaque produit est unique, chaque produit est éthique, et c'est important de le rappeler. Et vous me demandez mon avis, je vais vous le dire, j'ai craqué pour la montre en érable, Mizir, design unique, montre élégante, montre ultra légère. Et si tu es un crack, tu peux aussi changer la lunette grâce à une simple rotation, si tu veux un peu de personnalisation. Bon. Et si tu es une femme, que tu veux être une femme ou que tu cherches une femme, enfin bref, tu peux aussi prendre la montre Blist en noyer et en or Horse, extrêmement classe, avec son boîtier fin en acier inoxydable de couleur or rose. C'est rare, mais c'est très stylé. Allez faire un tour sur le site, c'est validé par la street. La qualité est au rendez-vous et par ailleurs, grâce au code Holzkern, Georges Holzkern, vous avez le droit à moins 10% sur l'ensemble du site. Si c'est pas génial ça. Merci à Holzkern de me faire confiance, parce qu'ils nous font confiance ces mecs. Et nous, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Pour répondre à cette question qui est extrêmement délicate, il faudrait qu'on définisse deux choses. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire être con et quand est-ce qu'on place le avant dans la question? Est-ce qu'on est plus con qu'avant? C'est quand avant en fait? Et pour ce qui est de l'intelligence, il y a, vous le savez, énormément de critères à prendre en compte pour savoir si, oui ou non, on est plus con qu'avant. En 1904, un psychologue anglais, Charles Spearsman, avait déjà répondu à la question. Il n'était pas dans la même logique de TikTok, mais il s'était déjà posé la question et il y avait répondu. Au lieu de se casser les couilles à rechercher des domaines d'intelligence, il avait mis en place ce qu'on pourrait appeler l'intelligence de l'intelligence, le paramètre des paramètres de l'intelligence qu'il avait appelé le facteur G. Et ce fameux facteur G qu'il avait développé, c'était un peu le moteur principal de notre cerveau qui allait en quelque sorte ruisseler, définir les autres types d'intelligence. Plus tard, en 1983, Gardner va lui répondre un peu de manière atemporelle. Il va dire ouais, en vrai, un peu con parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Il va en lister au moins 7. L'intelligence linguistique, donc l'utilisation des mots, l'intelligence mathématique, l'intelligence spatiale, l'intelligence musicale, corporelle, interpersonnelle, donc capter les autres, et intrapersonnelle, donc se capter soi, s'écouter soi. Et on va prendre cette définition multiple de l'intelligence qui est quand même plus globale. Et là, je vois venir, oh Georges, on peut facilement calculer l'intelligence avec ce fameux quotient intellectuel, le QI. Et oui,
c'est vrai, mais c'est vrai en partie. Donc non. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand Alfred Binet, le mec qui a créé le QI, il crée ses tests de QI au début du siècle, il ne prend en compte que la surface de l'intelligence. On appelle ça la surface de l'intelligence. Donc en gros, ce qui est facilement et immédiatement mesurable. Oh putain! QI de 143! Donc, c'est un outil, le QI, qui est extrêmement standardisé et qui se focalise sur des trucs logiques et quasiment sur des trucs scolaires. En gros, les maths, les mots et les puzzles. Et là, vous allez me dire, on peut partir de ça du coup. Oui, on peut partir de ça. Mais non, en fait. Parce que ça prend pas en compte, ce QI ne prend pas en compte toutes les autres formes d'intelligence que ne peut pas comprendre le QI. Typiquement, l'intelligence interpersonnelle. Par exemple, un mec peut avoir un QI, entre guillemets, moyen, mais être un extrêmement bon leader ou quelqu'un d'extrêmement créatif. Et des études vont aller dans ce sens-là, comme celle de Stemberg en 1985, qui va montrer qu'un mec avec un QI élevé ne réagit pas forcément mieux qu'un QI moyen à une situation donnée. Gardner, il dira un truc assez fort, il dira que ce facteur, ce QI, masque ce qu'il appelle les intelligences oubliées. Notamment, on y reviendra, l'intelligence sociale et la créativité. Et là, vous allez me dire, oui, Georges, d'accord, un bon QI, c'est pas très important, mais c'est quand même la clé pour réussir dans la vie. Et en fait, ça aussi, c'est pas très vrai. En 1995, Goleman, donc pas le chanteur, mais le scientifique, a montré que c'est l'intelligence émotionnelle, donc c'est se connaître soi et c'est reconnaître les émotions des autres, qui pèse bien plus dans la balance pour le succès personnel que le simple fait de savoir compter, de savoir calculer ou d'être logique, ce que calcule le quotient intellectuel. Alors, il faut évidemment pas tout rejeter dans le QI, évidemment, mais il faut comprendre que c'est une partie de l'intelligence qui est calculée, mais c'est pas absolument pas l'intelligence en soi. Et je dis pas ça en mode oui, alors non, on n'est pas vraiment moins con qu'avant, on est intelligent mais différemment. Parce que vous allez voir que même avec toutes ces intelligences qu'on appelle multiples, on est dans une merde noire en France. On est devenus des putains de débiles mentaux. Et au niveau temporel alors, parce qu'on a répondu à la question qu'est-ce qu'être intelligent, mais on n'a pas répondu à la question avant. Quand on dit avant, on parle de quelle période? On pourrait, je vous propose qu'on se fixe les années 80, 90, 2000, parce que les données qu'on a sur l'orthographe, les études de QI, les classements PISA, même si les classements PISA c'est un peu plus tard, elles partent de ces années-là. Démographiquement et sociologiquement, on parle d'un écart de génération. Grosso merdo. Donc, ça veut dire qu'on va se poser la question, est-ce que en 1,5-2 générations, on est devenu plus con qu'avant? Et alors, à la question, est-ce qu'on est plus intelligent qu'avant? Et même si on élargit au maximum la définition de l'intelligence, des intelligences multiples de Gardner, en intégrant le quotient intellectuel de Binet, c'est pas glorieux, c'est même quasiment putain désastreux. Une étude dans la revue Intelligence en 2014 a analysé les données françaises et a trouvé une chute de 3,8 points, c'est gigantesque, de QI moyen entre 1999 et 2009. C'est basé sur des tests standardisés de type Wechsler et sur des échantillons de jeunes adultes. Je dis ça pour dire que, alors c'est pas la fiabilité absolue, mais c'est un bon indice quand même. Donc on perd en moyenne, si on se base sur ces chiffres-là, on perd en moyenne entre 0,33 et 0,38 points de QI par an. C'est pas rien et c'est une tendance occidentale puisqu'on a les mêmes dynamiques, parfois un peu moins, parfois un peu plus, en Suède et au Royaume-Uni. Et de manière corollaire, la France a chuté dans les classements PISA d'intelligence logico-mathématique, donc dans le classement scolaire, vous le savez, la France a dégringolé ces 20 dernières années. En 2003, on était à 511 points cumulés et en 2022, on est tombé à 474 points, soit une perte, si on n'est pas con et qu'on n'est pas atteint par cette chute du QI, une perte de 37 points en 19 ans. C'est une baisse de 2 points par an et symboliquement, comparé aux autres pays de l'OCDE, on est passé au-dessus de la moyenne à en dessous de la moyenne. Alors on pourrait se dire qu'on est devenu grosso merdo des bites en maths, mais qu'à l'inverse, en intelligence linguistique, ça va. On compense. On compense pas du tout. En lecture, et peut-être plus grave, en compréhension orale, le fait qu'on comprenne la langue qui nous est parlée, on a perdu 31 points en 22 ans entre 2000 et 2022. Et plus grave encore, quand on regarde dans le détail, ça fait 505 points en 2000, 505 points, on a ça en tête, 505 points en 2000, 493 points en 2018 et 474 points en 2022, donc une chute de ouf ces 5 dernières années. Une étude du ministère de l'Éducation nationale montrait qu'en dictée, les enfants faisaient statistiquement 39% d'erreurs en plus entre 2007 et 2015. Et alors, ça c'est marrant, mais ça se répercute dans la culture populaire.
Par exemple, dans les années 80, une étude avait montré que les artistes utilisaient 450 mots par album et en 2020, une espèce d'effet miroir, les artistes n'en utilisent que 350. Et là, vous allez me dire « Oh mais Georges, t'es un fils de pute, tu nous dis que ce genre de classement est limité parce qu'il ne prend pas en compte les autres intelligences, mais tu nous parles justement de ce classement. » D'accord, donc là on a parlé des classements un peu standardisés, un peu scolaires. Parlons des autres intelligences et de celle qui est, selon Gardner lui-même, l'intelligence oubliée, à savoir l'intelligence interpersonnelle. Qu'est-ce que ça dit? Quelle est l'évolution de cette intelligence interpersonnelle en France? Eh bien, une enquête de European Social Survey a montré que la confiance envers les autres, donc les uns envers les autres, a chuté en France. En 2002, 35% des Français disaient on peut faire confiance à la plupart des gens, ils ne sont plus que 23% en 2020. Et ça nous rappelle les conclusions du psychiatre Maurice Berger sur la perte progressive d'empathie des Français les uns envers les autres que j'avais déjà évoqué la semaine dernière dans ma vidéo sur le manque d'empathie justement. La France est aussi sous la moyenne de l'OCDE pour ce qui concerne la résolution collaborative des problèmes, 494 points contre 500 points en moyenne. Les conclusions de ce rapport en 2015 montrent que les jeunes Français, donc ceux qui sont étudiés dans ce rapport, les jeunes Français ont du mal à travailler ensemble, notamment, c'est cité, parce qu'ils ont du mal à comprendre les émotions des autres et à coordonner un groupe, voire à se coordonner au sein d'un groupe. Et le dernier point, qui était essentiel à l'intelligence selon Gardner, c'était l'intelligence intrapersonnelle, savoir prendre soin de soi, savoir s'écouter et savoir maîtriser ses émotions. Et là, le meilleur indicateur, c'est la santé mentale des Français. Parce que les Français sont de plus en plus anxieux, dépressifs et sujets au burn-out. En 2005, 9,8% des Français avaient des symptômes dépressifs et ils étaient 13,1% en 2021. Les Français sont aussi de moins en moins motivés de manière générale, ils ont moins d'espérance dans l'avenir, ils sont moins confiants, moins enthousiastes, et ce, depuis le plus jeune âge, puisque en 2022, 40% des élèves français disaient ne pas avoir d'intérêt dans l'apprentissage contre 32% en 2000. Et alors, attention, petit trigger warning, je ne dis absolument pas que si vous êtes triste, anxieux, dépressif ou en situation de burn-out, vous êtes con. Évidemment pas, je suis pas un débile mental. Mais selon moi, ça montre qu'on est de moins en moins armé à gérer, pour gérer ses émotions, et on est de moins en moins à même de s'écouter soi, de prendre du recul sur nous-mêmes et de dire quand ça va pas. C'est ça l'intelligence intrapersonnelle. Et le burn-out, typiquement, c'est de ne pas reconnaître quand on nous en demande trop. C'est une forme de perte d'intelligence intrapersonnelle. Et avant de voir les conséquences très concrètes dans nos vies, dans vos vies, à vous qui regardez la vidéo d'une population qui devient de plus en plus bête, on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est plus con qu'avant ? Qu'est-ce qui a changé concrètement dans nos vies, dans nos environnements, pour aboutir à ce recul des intelligences ? De l'intelligence, mais pour être précis, on dirait des intelligences multiples. Intelligence, encore une fois, pris au sens large. Et les études sur le sujet, sur la dégringolade de l'intelligence en France, il y en a au taquet, tu t'en doutes bien, mais la vidéo ferait globalement 9h30 si je devais les commenter toutes. Mais en gros, on a un peu trois phénomènes, ou trois bouleversements récents qui ont touché la population française, qui ont impacté la vie des Français et qui auraient pu, c'est des hypothèses, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais qui auraient pu rendre les gens plus cons. Les technologies modernes, le changement dans les styles de vie et la chute de l'école. J'entends la chute de l'école, la perte même de manière absolue d'une école. Parce que l'école, c'était longtemps l'école de la transmission dans les années 60, 70, 80, avant de devenir une école de l'inclusion. Mais en fait, ça a été globalement la perte progressive de ce qu'est et de ce que devrait être l'école. Alors déjà, les technologies modernes. Les technologies modernes, elles ont pris en charge une partie des calculs et des raisonnements que faisaient historiquement et traditionnellement les humains. Ils faisaient ça tout seuls, sans l'aide de la machine. En 2010, une étude est publiée et cette étude du professeur Carr est passionnante. En gros, il explique qu'à l'ancienne, avant, toute ta vie était calculée mentalement. Tu choisissais ton trajet pour aller chez toi, tu vivais sans GPS. Il fallait que tu retiennes plein de trucs qu'on te disait, tu calculais tout de tête, tu retenais des recettes de cuisine, t'avais des mémos, tu retenais un peu tout, tu retenais ton agenda, t'avais pas de support. Et ce que montre l'étude, c'est que à force de déléguer, donc de déléguer à la technologie, à nos smartphones par exemple, ton cerveau va s'adapter via sa plasticité. Conséquence, il ne va plus développer, voire il va réduire ses facultés à résoudre des problèmes. Ce que l'étude appelle l'effet d'automatisation cognitive. Genre ton cerveau ne va pas se faire chier à utiliser de l'énergie déjà et à développer des
facultés si ton téléphone peut le faire. Ça me paraît logique. Et c'est confirmé par des études, notamment en 2011. Sparrow montre que les gens qui savent qu'ils ont Google sous la main mémorisent instinctivement moins et résolvent moins des calculs relativement simples sur une perte d'efficacité de l'ordre de 20%. C'est gigantesque à 20%. Le simple fait de savoir que tu as ton tel pas loin réduit de 20% tes capacités à calculer. Et fatalement, tu perds du raisonnement logique. Et quoi de plus logique que la France ait perdu 37 points dans les maths en 19 ans. Et c'est un peu le même processus avec l'orthographe, parce que de quoi on se rend compte quand on voit la chute linguistique, que c'est précisément pendant la démocratisation des téléphones portables, puis des smartphones, que l'orthographe a chuté chez les enfants. Ensuite, pour ce qui est des autres types d'intelligence, comme, prends l'exemple parce que ça tient à cœur de Gardner de parler de cette intelligence-là, la créativité, là c'est assez clair. La surcharge cognitive et l'exposition aux écrans favorisent une position passive. Tu subis l'information que tu vois. Et c'est encore plus badant parce qu'on s'est rendu compte que les écrans vont fonctionner, en tout cas pour le cerveau, vont fonctionner un peu comme une créativité par délégation. Avant, il fallait t'imaginer plein de trucs pour être heureux et passer du bon temps. T'avais un bâton de bois et ça te suffisait pour devenir, à partir de ce bâton de bois, un héros de bande dessinée. T'avais une créativité de malade. Aujourd'hui, avec les écrans, on restreint cette créativité des enfants. Trop de contenu externe bloque l'imagination parce que le cerveau a besoin de vide pour réfléchir. Il y a des études assez terrifiantes à ce sujet qui montrent le lien entre écran et créativité. Bon, déjà, ça tombe sous le sens, je vous l'apprends pas, mais plus tu es devant un écran, moins tu es créatif. Mathématiquement, logiquement, tu peux pas être à deux endroits à la fois. Mais aussi, en 2019, Hutton démontre, après une étude sur des enfants de 8 à 12 ans, que 2 heures par jour d'écran réduit l'activité du cortex préfrontal de 15%. Cortex préfrontal qui est la zone clé pour la créativité spatiale. Enfin, vous savez que ça me tient à cœur parce que j'en parle beaucoup, en tout cas de plus en plus sur cette chaîne. L'intelligence sociale subit de plein fouet l'apparition des nouvelles technologies parce qu'on a remplacé nos interactions réelles par des interactions via des écrans. Et de fait, on a moins été exposé à l'autre et à la détection de l'émotion chez l'autre. Et c'était essentiel avant pour comprendre les émotions, pour prédire les comportements, pour écouter, bref, pour tout, pour avoir des interactions sociales et humaines saines. Tout ce qui était nécessaire à la cohésion du groupe a subi de plein fouet les nouvelles technologies ces 20 dernières années. Toutes les études montrent qu'une exposition aux écrans réduise l'empathie, donc l'intelligence interpersonnelle. Moins tu as d'interactions réelles avec les gens, moins tu actives des zones du cerveau pour capter les autres. En fait, tu deviens littéralement un autiste. Il y avait une étude qui avait été à l'époque énormément relayée, publiée par des chercheurs américains. Je vous la mettrai en description si ça vous intéresse. Et en gros, ils avaient montré que 5 jours, c'est peu, 5 jours sans écran faisaient exploser la reconnaissance des émotions chez les préados. Tenez-vous bien, 40%. 40%, c'est gigantesque. Et alors, ce qu'on sait moins sur cette étude, c'est qu'elle venait confirmer ce qui avait été dit 10 ans plus tôt, plus relatif à la télé d'ailleurs, qu'on appelait l'effet écran sur les neurones miroirs, donc les neurones qui étaient impliqués dans la reconnaissance des émotions chez l'autre. Plus tu passais du temps devant la télé, moins tu étais à même de comprendre et de reconnaître certaines émotions chez les gens. Et c'est aussi confirmé par Moïse Berger qui relate des histoires fascinantes où il demande à des gamins de reconnaître la tristesse chez quelqu'un qui pleure et ces gamins en sont incapables. Et ce concept était lui-même une poursuite de la théorie de la présence sociale développée en 1976. Deuxième point, lui aussi essentiel pour comprendre la chute de l'intelligence, c'est la chute de là où l'intelligence est censée être transmise, apprise, à savoir la chute de l'école. Alors, ce qui a marqué l'école française depuis 40 ans, vous le savez, ça a été, excusez-moi du terme, mais ce putain de processus de nivellement par le bas. En gros, on est passé d'un paradigme de la transmission à un paradigme de l'inclusion dans les classes. On passe d'une école qui est stricte, où l'autorité du professeur est respectée, donc une école sélective, et on est passé de ce modèle-là à un modèle égalitariste. Ça veut dire moins d'exigences, des programmes simplifiés et des notes gonflées pour égaliser et que personne se sente un peu plus con que les autres. On peut citer comme point d'ancrage temporel la loi Jospin de 1989, même si évidemment le processus avait commencé bien avant. La loi Jospin de 89, elle met l'élève au centre du processus éducatif. Ça passe aussi plus tard par une réforme du bac qui fait passer le taux de réussite de 61% en 1985 à 91% globalement en moyenne ces 5 dernières années. Et ce processus, il est extrêmement vicieux. Plus les gens sont cons, plus le bac est facile à avoir. Alors on se dit pourquoi ? Parce qu'en fait, on a abaissé le niveau pour que tout le monde ait le bac.
D'accord. Mais ce qui est vicieux, c'est qu'on passe d'un diplôme, le bac, qui était exigeant, à un simple ticket d'entrée. Et ça, c'est encore plus cruel pour ceux qui n'avaient que l'école pour réussir. Parce que du coup, cas typique, un chef d'entreprise ou une université exigeante ne va plus demander le bac à ses potentiels nouveaux étudiants ou nouveaux salariés parce qu'il sait que le bac n'a aucune valeur. Mais il va demander d'autres prérequis. Prérequis intellectuels, logiques, de culture générale. Et fatalement, ces trucs-là, typiquement la culture générale, ça se travaille plus à l'école, mais ça se travaille à la maison. Donc finalement, l'égalitarisme et le nivellement par le bas revient à favoriser la naissance des individus, puisqu'on va sélectionner ceux qui sont bien nés, ceux qui ont une bonne culture générale. Mais les conséquences d'une école plus égalitariste, je mets des guillemets à égalitariste, parce que même d'un point de vue proprement égalitariste, l'école aujourd'hui n'a jamais été aussi inégalitaire que depuis qu'elle est égalitariste. Ça demanderait une vidéo entière pour le sujet, mais passons. Et bien les conséquences sur l'intelligence des élèves, cette perte d'une école de la transmission, elles sont dramatiques. Et c'est le même raisonnement qu'avec les écrans. Moins tu es exigeant avec l'élève, moins son cerveau va se développer. Et donc, plus t'es con. C'est aussi simple que ça. Avec un versant un tout petit peu plus cruel, où les bons élèves dans une classe où tout fonctionne pour le moins bon ont deux solutions. Soit partir dans d'autres établissements, donc ça va favoriser la réussite des gens qui étaient déjà intelligents, soit rester et s'adapter dans une classe qui est tirée vers le bas par des élèves moins bons. Et ces élèves-là, qui étaient à la base intelligents, vont s'adapter et devenir moins intelligents. Donc ce système scolaire, en voulant être moins exigeant, a juste favorisé l'inégalité et la bêtise. Et cette erreur, parce qu'on parle quand même d'une génération qui est ravagée, qui connaît par cœur le goût de ses crayons de couleur, cette erreur-là a été dissimulée dans les rapports en surnotant et en surévaluant les élèves. Le tout favorise ceux qui l'étaient déjà, qui étaient déjà intelligents ou déjà bien nés, comme le montrent des études PISA, où on se rend compte que les inégalités ont, comme je le disais tout à l'heure, progressé ces 30 dernières années. Et dernier point, peut-être un peu plus subsidiaire, un peu plus anecdotique, c'est le changement d'environnement des Français. Parce qu'en fait, c'est l'environnement des Français tout entier qui a changé et qui a potentiellement amené une plus grande bêtise, ou en tout cas une perte de l'intelligence. Parce que quand on regarde les études, il y a quand même plein de points, plein de paramètres à la marge qui sont venus taper l'intelligence des gens. Le stress, par exemple, le stress va réduire le cortex préfrontal, là où les raisonnements logiques sont élaborés. J'ai découvert ça, que habiter dans un environnement bruyant et moche réduit le bonheur et donc la créativité. On parle d'une inhibition créative, parce que la créativité, c'est le fruit d'un environnement. Et si cet environnement-là est absent, comme je le disais, notre cerveau n'a aucun intérêt à dépenser de l'énergie pour développer des skills de créativité. Mal manger, ça peut favoriser les perturbateurs endocriniens et altérer le développement du cerveau. Un point essentiel que rappelait Louvre dès 2005, c'est le natural deficit ou le nature deficit. Le déficit de nature, le fait qu'on soit moins exposé à la nature, donc ça pourrait remonter depuis la révolution industrielle, ça empêche l'observation spatiale, ça empêche la relaxation et ça favorise le stress qui lui-même empêche les raisonnements logiques. La fin progressive des activités physiques et sportives entraîne une diminution des flux sanguins dans le cerveau et donc à terme une perte tout simplement de l'intelligence globale. Et là j'ai vu des chiffres de fou furieux. Par exemple, l'INSERM a montré qu'en 1980, on avait 3% des bébés qui naissaient qui étaient obèses. En 2020, c'est 17% des bébés. Donc on a aussi une augmentation de la malbouffe, une augmentation de la malnutrition, du manque de sport. Bref, tous ces éléments compilés font une baisse de l'intelligence. On peut aussi parler de l'immigration, mais alors même si les liens en l'occurrence sont pas super clairs ou établis scientifiquement, parce que faire venir des peuples entiers issus de cultures où d'autres types d'intelligence sont favorisés va forcément avoir un impact sur l'intelligence globale d'un pays. Ok, mais alors est-ce que c'est lié à l'intelligence ou juste au contexte social dans lequel ces immigrés étaient dans leur pays et sont en France? C'est difficile à dire. Par exemple, en 2022, les élèves issus de l'immigration de première ou deuxième génération scorent 50 points en dessous des natifs en maths et en lecture. 20% des élèves testés dans les classements ont un lien avec l'immigration. Mais est-ce que c'est un problème d'intelligence, au sens propre du terme, ou c'est un problème de conditions sociales? Est-ce que ces élèves-là, dans un autre contexte, mais éduqués différemment, auraient des scores aussi faibles? C'est difficile à dire. Est-ce que ces élèves-là, dans le cadre d'une école ultra-élitiste des années 60, auraient été aussi pénalisés? Pareil, il n'y a aucune étude qui est très claire là-dessus.
Bon, et maintenant, on a répondu à la question, est-ce que les Français sont de plus en plus cons? Réponse sans appel, oui. Les Français sont de plus en plus cons. Mais c'est quoi les conséquences de cette bêtise, de cette augmentation de la bêtise? Bah déjà, une nation de plus en plus bête est une nation qui innove de moins en moins. La France est 12e au classement mondial derrière la Suisse, les États-Unis et la Suède. Et ça, c'est une statistique en baisse. La conséquence de ça, c'est que notre pays investit de moins en moins dans la recherche et le développement. C'est 2,3% de notre PIB, quasiment moitié moins que la Corée du Sud et ses 4,81% de PIB, et loin derrière l'Allemagne et ses 3,13% d'investissement dans la recherche et le développement. Jones et Schneider, en 2006, avaient montré un truc assez intéressant, c'est le lien entre la baisse du QI moyen et la baisse de la productivité générale d'un pays. On arrive à des stats assez techniques, assez pointilleuses, mais chaque point de QI perdu équivaut à une baisse de 0,6% de PIB par habitant. Et ben là, on est en plein dedans. La productivité des Français croît, ok, mais 2 fois moins rapidement que celle d'autres pays de l'OCDE. 0,8% par an contre 1,4% par an. Parce que pendant qu'on devient des débiles mentaux, bah les autres pays, eux, ils bombardent. La France est passée de 12e à 16e dans les classements des pays compétitifs en 5 ans. Pas mal, hein. Et la créativité, maintenant, si on la prend d'un point de vue économique, d'un point de vue industriel, bah c'est un peu la merde en France aussi à ce niveau-là. On a une augmentation d'1,2% de dépôts de brevets. Alors on pourrait se dire c'est génial, trop cool. Cocorico baguette, on innove. Oui mais non, parce que en face, tenez-vous bien, la Chine a augmenté ses dépôts de brevets de 15%. En 2021, on a même perdu 0,7% de brevets déposés quand la Chine a augmenté les siens de 24%. Et si on prend l'intelligence de manière large, au sens large, bah un pays con, c'est un pays qui n'arrive plus à faire société. Parce qu'un QI bas favorise la délinquance, parce que la perte d'intelligence interpersonnelle favorise la perte de confiance générale dans la société, parce que la perte de la créativité favorise une société sans espoir de lendemain, sans enthousiasme, et tous ces facteurs, hausse de la délinquance, espérance, croyance dans l'avenir, optimisme, bah tout ça est en train de chuter en France aujourd'hui. Alors, on pourrait se dire, à la limite, ah oui, ben en fait, c'est cool parce qu'on va devenir un pays d'imbéciles heureux. Bah ouais, mais non. Eh oui, c'est pas aussi simple que ça. En fait, on devient statistiquement des imbéciles, ça c'est clair et net, mais on devient des imbéciles qui sont tristes. Et c'est peut-être là où notre perte d'intelligence est le plus flagrant. À titre personnel, le plus triste dans tout ça, c'est quand même la perte de la créativité. Parce qu'une personne qui est créative, c'est une personne qui espère. L'imagination, elle nourrit. L'optimisme, une personne créative, c'est une personne qui fait confiance à l'avenir. En perdant ça, en perdant la créativité, on perd ce qui est peut-être le truc le plus essentiel à une nation, à une communauté nationale, base de tout, à savoir, on a perdu notre enthousiasme. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est super important pour le référencement. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time!